débat pour croiser le verbe Henri Yambodé et Arimi Soubadé. Ce soir, nous porterons entre autres un regard sur la réponse du président Patrice Talon aux propos de maître Adrien Roungbedji, propos tenus en début de mois de février dernier. Le prix de la tonne de ciment enfle dans les villes du Bénin malgré le rappel à l'ordre de l'autorité. Nous en parlerons et puis nous nous pencherons également sur le récent départ des pays de l'AES de l'Organisation internationale de la francophonie. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, auditeur de Cotonou et bonsoir à Arimi Soubadé. Voilà. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs, les techniciens et les confrères présents. Bon carême, Arimi Soubadé. Ah, oui. Nous pensons à vous. Nous restons solidaires de vous. Je te dis la semaine passée, j'ai pas eu ça. Non, vous l'avez déjà eu antérieurement. Ah, bon, enfin, merci. Vous voulez avoir. Non, c'est bon. C'est bon. Vous voulez l'avoir tous les jeudis. Merci bien. Ok, d'accord. On va y aller maintenant avec le tout premier sujet, non sans la pause de Patrice Béja. Merci. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a répondu aux propos tenus le week-end du 1er au 2 février dernier par maître Adrien Roungbedji, ancien président de l'Assemblée nationale. Pour Patrice Talon, les propos de Adrien Roungbedji sont un leurre. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, il a répondu de façon laconique à Adrien Roungbedji qui a récemment critiqué la gouvernance politique. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait estimé que l'état de droit au Bénin est menacé par la répression politique qui voit des compatriotes incarcérés pour des délits d'opinion ou contraints à l'exil. Ces propos sont un leurre, a déclaré Patrice Talon en réponse. Il a ensuite choisi de ne pas s'attarder sur le sujet. Je ne souhaite pas en dire plus, a-t-il conclu. Henri Yambodé, j'ai très envie de vous entendre en entrée. Vous avez suivi, vous avez lu cette interview du chef de l'État. Nous avons décidé de nous appesantir sur cette portion de l'interview, la réponse à maître Adrien Roungbedji. Quelle réflexion vous suggère cette réponse de Patrice Talon? Comment l'appréciez-vous et quelle réflexion? Merci beaucoup. Je note d'abord que le chef de l'État, au détour donc de cette interview accordée à Jeune Afrique, vous l'avez bien fait donc de rappeler, a voulu donc faire une communication stratégique pour apporter bien évidemment un certain nombre de réponses à certaines questions qui sont restées sans réponse sur les lèvres bien sûr des citoyens et des compatriotes. Oui, vous avez pris donc un pan de cette interview là qui concerne la réponse du président Patrice Talon à maître Adrien Roungbedji. Cette sortie de maître Adrien Roungbedji qui a enregistré toute une polémique parce que on le sait de la famille politique, de la mouvance présidentielle, arriver à porter des critiques à ce niveau-là, sur la gouvernance, sur la démocratie, sur ce qui se fait là, d'aucuns se demanderaient qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ici même, on a demandé que au plus haut niveau, qu'on arrive à voir sur quel angle Adrien Roungbedji s'est prononcé. Aujourd'hui, Patrice Talon a eu cette opportunité donc de répondre à Adrien Roungbedji. Mais quand on parle de l'heure, il faut peut-être faire cette pédagogie donc à nos amis auditeurs. Quand on parle de l'heure, c'est que ce qui n'est pas conforme à la réalité. Est-ce que dans la réalité des choses, est-ce qu'il y a des détenus politiques? Le président dit non. Et il a dit qu'il y a des politiciens qui sont condamnés et détenus, que c'est différent. Voilà. Il y a des politiciens qui sont condamnés et détenus. Ce qui est différent de politiciens... des détenus politiques. Et pour ça, jusqu'à aujourd'hui, la terminologie fait que chacun, on ne se comprend pas. Parce que qui parle de détenus politiques, pour la gouvernance actuelle, le régime actuel ne parle pas de politiciens qui auraient commis des actes criminels qui sont condamnés. Donc, pour le président, Adrien Roungbedji n'est pas en phase avec les réalités de l'heure. Et donc, est-ce que c'est pas une façon, c'est laconique la réponse, c'est pas une façon d'expédier les propos de Adrien Roungbedji? Oui, même en observant la posture adoptée par le président Patrice Talon pour répondre à cette question, oui, on peut le dire.
On peut dire, oui, parce que il n'aimerait pas aussi qu'on fasse de polémique autour de sa réponse, mais ça générerait de polémique. Et pour moi, je pense que le président Patrice Talon a donné la réponse qui lui convient à cette préoccupation de Maître Adrien Ngbeji. Merci Henri Yambodé. Avant d'entendre Arémi Choubadé sur la question, je voudrais dire aux amis auditeurs et internautes qu'en raison du match Zimbabwe-Bénin dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026, un match qui sera en direct sur Radio Cotonou tout à l'heure, nous allons libérer le studio un peu plus tôt pour la rédaction sportive de Radio Cotonou. Arémi Choubadé, votre appréciation sur la réponse du président de la République à Maître Adrien Ngbeji. Il n'y a pas de réponse. Le président de la République n'a pas répondu à Adrien Ngbeji. Il lui a répondu, il a dit que c'est un leurre. Oui. Ce n'est pas suffisant. Non, et puis il a dit qu'il ne veut pas s'étendre plus. S'y attarder, oui. Enfin, donc, je ne sais pas si vous voulez que nous on s'y attarde, si lui-même ne veut pas. Oui, je veux que nous on s'y attarde. Nous, on va l'analyser ici en studio. Oui, tout à l'heure, il a rappelé que il a quand même tenté de répondre en disant qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais si vous voulez, on va revenir peut-être sur les sémantiques. Et quand quelqu'un veut faire un coup d'État, c'est une infraction politique. Je parle même du coup d'État, c'est une infraction politique. Et c'est pas pour aller voler un bœuf parce qu'il a faim ou il veut s'enrichir. Parce qu'il veut gérer le pays autrement que ce qui est en train d'être fait. Donc on ne peut pas me dire que quelqu'un qui est même s'il a été jugé, même si le tribunal a prononcé une sentence, il demeure un prisonnier politique. Si vous prenez le cas de celui qui voulait payer, enfin celui qui a payé sa caution pour la présidentielle et pour qui on reproche de ne pas pouvoir justifier l'origine des fonds qui lui ont permis de faire cette dépense-là, c'est un mobile politique. On parle de caution à une présidentielle. C'est une infraction politique. On peut dire tout ce qu'on veut et on le condamne. C'est un prisonnier politique. On parle c'est le chef d'État même qui a dit que la dame a débarqué avec des valises d'argent qu'il n'a pas prouvé. Il n'est pas allé déposer au tribunal pendant le procès pour expliquer comment lui il en était informé et qu'il était aidé du chef d'État de la sous-région. Il a affirmé. Et on me dit que ça, c'est pas un mobile politique. Et que celui qui a été condamné dans ce cas-là n'est pas un prisonnier politique. On dit qu'il voulait attenter à la vie d'un rival politique. C'est pas une déception amoureuse et puis elle a voulu liquider celui qui a fait souffrir son cœur ou des trucs de ce genre-là. C'est pour des mobiles politiques. Et qu'on nous dise que ce ne sont pas des prisonniers politiques, il y a des gens qui ont dit 50. Il a dit que c'est des politiciens qui sont condamnés et détenus. Oui, mais pour des mobiles politiques. Pour des raisons politiques. Non seulement ils sont politiciens, au moins ils reconnaissent qu'ils sont des politiciens. Ils sont politiciens, ils sont condamnés pour des mobiles politiques. Et comment on va dire que ces gens-là ne sont pas des criminels crapuleux ou non, ils sont là pour des crimes politiques. Vous n'allez pas me dire qu'on veut pas, que c'est pas des. Enfin, et puis un pays très sérieux comme la France a accordé l'asile politique à des Béninois, ce qui n'était pas le cas depuis 1990. Ça veut dire que la lecture de ces gens-là n'est pas conforme. Cela suppose que le chef d'État ne veut pas voir la vérité en face, c'est cela? Non, enfin, ça, je vous dis qu'il n'a pas voulu répondre. S'il avait voulu répondre, il allait dire non, nous ne pouvons pas libérer les prisonniers, nous ne pouvons pas faire en sorte que ceux qui ont quitté le pays. N'oubliez pas, par exemple, qu'il y a des Béninois qui ne peuvent pas, qui sont à l'étranger. Il y a une liste qui est sortie de gens à qui on a interdit à nos représentations diplomatiques de délivrer des papiers béninois et qui ne peuvent plus, dans ce cas-là, voyager avec des titres de voyage du Bénin. Ils sont obligés soit de trouver des nationalités d'emprunt pour circuler dans le monde. C'est le Bénin qui les a interdit, si vous voulez, de rentrer sur le territoire béninois. Ou bien ce document-là n'existe plus. Ce document-là a existé. Je ne sais pas si en temps là annulé ou abrogé, mais il y a des personnalités politiques
à qui le Bénin a refusé de délivrer des titres de voyage pour pouvoir rentrer chez eux. Est-ce que le chef de l'État n'a pas banalisé les questions soulevées par Adrien Humbedji? Adrien Humbedji n'est pas des moindres quand même. Vous ne sentez pas une certaine suffisance dans la réponse du chef de l'État? Le chef de l'État en décembre 2016 disait au palais: Monsieur le Président, je suis votre poulain. Quand il présentait son PSG, c'était l'âge d'or du soutien du PSD au régime. Bon, que quelques années plus tard, ils disent qu'il est dans la tromperie, parce qu'il dit que c'est un leurre, c'est une manière de dire qu'il n'est pas dans la réalité et qu'il veut tromper l'opinion en parlant de... ou bien il sait très bien que le mobile existe, ou il estime qu'ils sont différents avec le président Humbedji, n'est pas lié à cela. Hein? Enfin, puisqu'il ne s'est pas étendu suffisamment sur le fait, on ne peut faire que des suppositions. Soit il pense que le président Humbedji a raison, mais en réalité qu'il a d'autres différends avec lui. Et qu'il n'a pas voulu aborder ce différend-là et s'est réfugié sur les prisonniers politiques et les exilés. Et puis, en dehors de... On a entendu le professeur Olo, on a entendu le président Batakor Ousmane, ancien président de la Cour suprême, qui parle de laisser les gens respirer. Parce qu'il a l'impression qu'on étouffe les Béninois et que les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres qui ont, en dehors de Humbedji, il y a d'autres qui ont exprimé la même chose. Et n'oubliez pas, on a vu la démarche de l'Église catholique sur le code électoral, qui est déjà une manière de dire qu'il y a de l'exclusion, qu'il y a de l'étouffement, si vous voulez. Donc ce n'est pas que Adrien Humbedji qui parle. Qu'il a dit. Il y a d'autres qui l'ont précédé. Maintenant, s'il dit que tout cela, c'est pour ça qu'on dit que par rapport à Maître Humbedji, c'est à lui qu'il a répondu, par rapport à lui précisément, je ne sais pas s'il veut dire non, ce qui nous oppose, lui et moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a évoqué. Hein? Bon, enfin, c'est une piste de réflexion. Je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il veut dire. Mais quand on dit que c'est de l'air, c'est pas que ce qu'il dit est faux, mais qu'il surfe sur une mauvaise tendance ou une autre tendance que ce qui les oppose réellement. Henri, est-ce que c'est pas un risque de banaliser les propos de Adrien Humbedji, un poids politique? Non, d'abord il faut rappeler donc le contexte dans lequel le contexte donc politique et également l'environnement qui a permis donc à Adrien Humbedji de s'exprimer. Vous vous rappelez, c'est donc à l'occasion de présentation de vœux. Mais Patrice Talon a pris pas une autre voie médiatique pour lui répondre. Oui. Et vous vous rappelez que avant ça, il y a le président Soglo qui intervient donc sur RFI pour également parler donc d'autres choses. Donc il y a cette communication pour moi est stratégique, mais ne pas répondre à Adrien Humbedji ne constitue pas un déni, puisque Adrien Humbedji aujourd'hui avec son PRD a toujours de l'assise dans... Il est toujours en pole position dans son fief. Dans son fief et également au sein donc du parti UPR. Jusqu'à aujourd'hui, malgré les différentes réponses apportées donc à cette préoccupation d'Adrien Humbedji, il n'y a jamais eu, on n'a pas entendu un crash jusqu'à aujourd'hui. Donc, oui, c'est permis. Mais pour répondre, donc peut-être pas pour répondre, mais pour... vous avez dit qu'il y a certains politiciens, Batoko et tout le reste qui disaient que... Qui ont précédé Adrien Humbedji. On étouffe les Béninois. Aujourd'hui, nous, on a cette possibilité de nous exprimer. On a cette liberté d'expression. Donc, on ne peut pas dire qu'on a interdit ça là, et c'est même inscrit dans la constitution du Bénin, cette liberté d'expression. Et Batoko et Théodore Olo qui parlent, qui sont des anciens barons, on les connaît, personnalités politiques qui ont été donc à des niveaux donnés plus gros de notre pays, ont également cette possibilité de parler. C'est parce qu'ils parlent qu'on les entend. Mais ce que Adrien Humbedji a dit, je l'ai dit, on ne doit pas oublier le contexte et ça va permettre également de faire une analyse approfondie des propos donc de Patrice Talon. Donc je dis, réponse de Patrice Talon à Adrien Humbedji. Voilà. Ils disent que les Béninois respirent. Vous avez abordé les propos du président Ousmane Batoko. Oui, c'est normal. C'est-à-dire que pour lui, 25 personnes ont été tuées
Mais comme lui, il est encore vivant, personne n'a été tué. C'est une réflexion. Non, c'est pas la même chose. Je vous en prie. C'est pas la même chose. Non, je vous en prie. C'est classique. Ça dit que pendant que, puisque nous sommes là, nous parlons, et qu'on interdise LD de faire des réunions ou des syndicalistes de se réunir à la bout du travail, tout va bien, il n'y a pas de problème, on passe. Non, si vous prenez ce point-là de LD, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut dire. Sur LD, la parole tout à l'heure à Henri. D'accord. On vous écoute, Arimé. Bon, enfin. On finira par se comprendre. Ce qui est sûr, c'est que, comment on appelle, nous sommes dans un espace de liberté. Quand il y a des manquements, même le moindre manquement, l'accès aux médias publics et charge de plomb qui pèse aujourd'hui sur les médias, vous en savez quelque chose? Les gens du jour au lendemain, il y a Golf, on ne sait même pas si ça va revenir un jour, Soleil c'est terminé, etc. On a des cas, on ne va pas attendre qu'on ferme tout le monde d'abord. Avant de trouver qu'il y a problème. Je vous vois des fois frileux quand certains mots sortent ici. C'est vrai, c'est la responsabilité des journalistes. On a toujours dit, on a l'impression que les journalistes étaient dans un monde d'impunité. C'était pas vrai. Parce que si vous sortez des trucs qui créent préjudice à quelqu'un, il a la latitude d'aller saisir les tribunaux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les tribunaux qui sanctionnent la presse. Vous avez plein d'autres trucs. Voilà, on vous disjoncte. On a même piraté une radio ici. Une radio quand même agréée. Qu'on a piraté. Personne ne savait qui pirate. Comment aujourd'hui, 2025, dans un pays, on pirate une radio, personne ne sait qui pirate. C'est de ces manquements-là qu'on parle. C'est pas parce qu'on est sur un plateau, on parle que bon, tout va bien. Enfin, ça, c'est ce que je remarque. Et c'est celui qui a dit que les gens n'arrivent pas à respirer quand même. Batoko n'est pas né de la dernière pluie. Lui, il a connu le PRPB dont il était un grand animateur. Un régime de dictature, il faut dire les choses par leur nom. Et puis après, depuis 90, on a retrouvé la liberté et il trouve qu'aujourd'hui, il y a des aspects qui lui rappellent étrangement ce qu'eux, ils ont fait pendant qu'ils étaient au PRPB. Même sous le PRPB, il y avait quand même des gens qui existaient, on connaissait même le parti communiste du Dahomey à l'époque, qui n'hésitait pas à affronter ouvertement le régime, malgré toute la répression qui était en place. Donc, je crois, comment appelle-t-on, quand il y a un petit millimètre de liberté qui est empiété, c'est qu'il y a danger sur la nation. Henri Yambodé. Non, sur la question d'interdiction des meetings de LD, il y a beaucoup à dire à ce niveau-là, parce que c'est sur ce point-là je voulais rebondir, mais bon, l'aîné a souhaité que... Non, je dis, on va prendre un cas. Prenons un cas et on va analyser. Vous allez voir que quelque part, il y a des faux pas qui ont été posés également. Et moi, je l'ai dit au plus haut niveau avec des responsables de LD, que si... on ne va pas s'attarder sur l'interdiction de manifestation des LD. Vous avez compris, Arimé, il dit que c'est pas parce que on parle dans ce studio que tout est rose, que quelque part la liberté elle est menacée. Mais non, c'est des épiphénomènes qui ont été évoqués. Des épiphénomènes par rapport à la question de liberté d'expression. Et moi, j'ai donné l'exemple ici de Batoko. Batoko a parlé, mais il n'a jamais été inquiété. Théodore Oulou a parlé, il n'a jamais été inquiété. Et donc, on ne peut pas, prendre ces aspects-là. On est en parler. Non, il est où? On est les radios qui ont été formées. Non, on est pour autant que nous sommes ici, on comprend, on connaît les mobiles. Et donc, on ne peut pas. On va arrêter tout le monde. Non, tout va bien. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Attendons qu'on arrête Batoko. Et on revient au studio. Attendons qu'on arrête Batoko. Le baromètre respire. Les gens respirent. Là-bas, je respire. Monsieur Larry, vous n'en savez rien. Non, vous parlez. Vous voulez qu'on arrête d'abord. Vous avez été invité ici. Vous n'avez pas ce plaisir-là. Non, vous n'avez pas. On va poursuivre. Pour vous, le plaisir de voir les autres arrêter, c'est ça qui fonde votre raisonnement. Non, c'est ça qu'on parle. On parle de liberté. Je parle de liberté. Oui, la liberté collective en général. De toute façon, pour ce que c'est. Et ce que vous avez cité comme. Pourquoi vous voulez qu'on m'arrête, moi? Pourquoi vous voulez qu'on m'arrête? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que vous voulez. Non, j'ai dit.
dit. Je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on m'arrête. Non, c'est pas ce que vous avez pris sur le plan. J'ai dit. Pourquoi moi je devais m'arrêter? Dites-moi. Non, j'ai dit. Vous voulez que je sois en liberté? Pourquoi je ne devais pas être en liberté? Non, je n'ai pas dit que vous ne devez pas être en liberté. J'ai pas dit que vous êtes dans le studio normal. Oui, je suis là. C'est un signe de liberté d'expression aussi. Comment c'est un signe d'expression, de liberté d'expression. Est-ce que vous avez été rejeté dans votre prise de parole? Pourquoi on devait m'arrêter? On devait m'arrêter. Non, c'est ça. Pourquoi on devait arrêter? Ça n'a rien à voir avec l'arrestation. Est-ce que dans le studio, est-ce que vous avez été rejeté dans votre prise de parole? Vous avez dit non. Donc c'est un signe de liberté d'expression. D'accord. On va. Nous allons arriver à nous comprendre. Peut-être à ce moment-là, on va faire le débat. C'est tout. Vous souhaitez qu'on arrête, puisqu'il le veut pour moi aussi. Donc on verra. Quand on va le faire, à ce moment-là, on va faire le combat. Quel pourrait être... Je n'ai jamais souhaité ce que vous dites là. J'ai dit, je répète, et les auditeurs sont témoins de ce que j'ai dit. C'est un schéma qu'il a pris pour montrer... Mais je prends ce schéma pour montrer que quand on va l'arrêter, on va venir ici pour le défendre. C'est pas compliqué. Vous n'avez pas aussi ce plaisir là aussi. La réaction de Maître Adrien Ongbedji, ou c'est sa réaction qui a consisté en la visite de Boni Yayi? On pourrait dire ça? Non, la visite de Boni Yayi, moi je prends toujours le contexte. La visite de Boni Yayi, pour moi, on s'approche donc des élections 2026, il y a des consultations qu'il faut faire, et les mobiles qui ont été évoqués là... Non, je demande, quelle pourrait être alors la réaction au propos du président de la République? Que Ongbedji réponde encore au propos de oui, je suppose. Non, écoutez, il ne va pas se tomber si bas. Il a écouté, il prend hâte de ce que le président a dit, et bien il va continuer sa vie politique, puisqu'il est encore politiquement actif, donc il va continuer le combat sur le terrain. Voilà. La parenthèse, elle est fermée maintenant, Harry Choubadé. Maître Ongbedji a alerté sur certaines préoccupations brûlantes. Le chef de l'État a réagi. Est-ce que la parenthèse, elle est fermée? Ah non, les gens sont encore en prison. Les exilés sont encore dehors. Le président Sekou est même revenu là-dessus. Lui, il a même spécifié par rapport à l'ancien maire qui était... qui lui a succédé à la mairie qui est son enfant, et donc c'est pas fermé, elle est grandement ouverte. Il y a encore beaucoup de Béninois qui ont tout abandonné au pays. On pourrait s'attendre à une réaction de Maître Adrien Ongbedji? Ça, je ne sais pas, c'est à lui d'apprécier. S'il estime que ce que le président a dit de lui mérite qu'il réponde. Je sais pas. Pour la réaction consiste déjà en des concertations de l'opposition qu'on observe là. Non, mais les Béninois sont toujours concertés. Toujours concertés. Je ne sais pas, je me souviens, sous Yayi, Ongbedji était son opposant le plus farouche, mais on le voyait régulièrement aller au palais pour discuter, je ne sais pas, quelque chose qui concerne... Vous vous souvenez, je me souviens, le code, pas le code actuel, le code consensuel de 2012 avait imposé que le représentant des magistrats soit désigné aux 2/3 du Parlement. Et on savait très bien que c'était compliqué de contrôler le Parlement aux 2/3 par un seul camp. Donc cela nécessitait forcément des conciliabules entre les camps pour pouvoir trouver une formule pour le désigner. Donc, de tout temps, les acteurs politiques depuis 90, ce sont toujours, quel que soit ce qui les oppose dans le moment, ils arrivent toujours à s'entendre, pas à s'entendre, mais à discuter. Il ne suffit pas de discuter pour donner l'impression que déjà ils sont en train... Oui, qui sont entendus. Il faut se rencontrer pour constater qu'on ne s'est pas entendu. On ne peut pas... je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on s'offre du fait que tel est allé voir tel, et puis tel ne peut pas aller voir, je ne sais pas. Non, pour moi, je crois que je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui motive les gens à trouver que on se rencontre, pourquoi on devait se rencontrer, ils ne devaient pas se rencontrer. Mais ils pourraient se rencontrer sans caméra, non? Sans qu'on en parle. Ce sont des acteurs politiques. Ils peuvent se rencontrer sans qu'on le sache. Ce sont des acteurs politiques, c'est eux qui ont leur agenda, ils ont le droit de communiquer. Je ne peux pas comprendre que dans un pays d'expression, on soit offusqué. Les politiciens ne communiquent pas sans intérêt. Je ne savais pas que vous étiez politicien. Je n'en suis pas un. Comment vous savez ce que fait un politicien? Ils ont leur agenda.
ils ont leur manière de communiquer. Et on ne peut pas leur interdire, on peut pas leur... pourquoi on me dit se rendrait chez Yaïboni incognito en catimini? Je ne sais pas pourquoi il ferait ça. Il est un acteur politique. Pas en catimini, mais quand ils le font savoir, c'est qu'il y a forcément un message à faire passer. Aujourd'hui, il n'y a même plus de caméras. Vous débarquez, vous faites des photos je ne sais pas quoi, avec les appareils photos, on prend des photos du truc. Un collaborateur pose ça sur les réseaux sociaux. C'est pas là. Je ne sais pas si l'ORTB a couvert ça. Enfin, je ne sais pas. Hein, c'est une question que vous me posez. Ou si votre radio a couvert une de ces rencontres. La radio n'a pas été sollicitée. Ah, voilà, sinon, elle le ferait. Voilà. Pourtant, vous avez l'information. Elle est disponible. Comme vous d'ailleurs. Oui, elle est disponible sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, n'importe quel collaborateur peut prendre. Et puis, à la fin, il pose. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la communication. Et ça donc, pour vous, il n'y a rien derrière. C'est peut-être pas je de n'en sais rien. À... Ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ben, maintenant, s'il faut trouver une loi pour interdire les rencontres, bon, peut-être là, on apprécierait pour dire c'est interdit et ils le font. Puisqu'il n'y a pas de problème par rapport à se rencontrer, tout le monde rencontre tout le monde. Maintenant, si quelqu'un n'a pas envie de communiquer sur une visite ou une sortie, ça c'est son problème. Mais pour le reste, je ne vois pas ce qui... Mais nous sommes très contents de découvrir, d'avoir la primeur que tel est... Voilà, c'est de la communication. Tout le monde est d'accord de découvrir sur son portable une photo d'un tel qui fait point de main avec un tel. Je ne sais pas si c'est ça qui va donner lieu à des débats ou à des polémiques. Maintenant, s'il y a la sortie de ces audiences accordées ou non accordées, il y a des déclarations, on peut revenir sur ça pour les analyser. Oui, mais si c'est juste des photos de poignées de main entre deux personnalités qui doivent constituer des plats de résistance sur des plateaux, j'ai un problème, moi. D'accord. Nous allons dire un mot sur cette affaire, l'affaire Danyivo, suspendue le jeudi 14 mars dernier. Le procès relatif à la disparition de Pierre Urbain Danyivo a repris hier mercredi. L'audience ce mercredi a été suspendue autour de 15h. Elle va reprendre le mardi 8 avril prochain. C'est un procès à révélations diverses et variées. Je reste avec vous, Arabi Chobalé. Non, enfin, le procès est en cours. Et puis, vous avez vu, il y a des déclarations, il y a des rebuffades, il y a des revirements et tout. Donc, on ne peut pas présager de ce qui va se passer à la fin. Mais je crois quand même que, tel que conduit, on sent quand même une certaine pédagogie par rapport à ce qu'on avait connu en 2015, quand le procès avait démarré la première fois, en 2015. Oui, on comprenait. Mais bon, on sent quand même que c'est pour des mobiles politiques. Danyivo, c'est pas qu'on l'a agressé. Déjà, on s'entend déjà que c'est le corps qui a été retrouvé. C'est bien le corps de Danyivo. Puisque c'est une contre-expertise qui confirme. Et on n'est plus dans la polémique du départ qui était que la défense refusait systématiquement que là maintenant on sait que Danyivo a été assassiné et on cherche le coupable. Avant, on se disait peut-être qu'il était encore... Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que la justice va y arriver? Le procès en cours, je vous dis que cette fois-ci, on a quand même senti certaine pédagogie dans la conduite. C'est plus comme... Et on sait aujourd'hui que c'est peut-être mobile politique également. Parce que Danyivo, on ne l'a pas tué pour prendre son véhicule ou pour prendre son argent. Et on sait qu'il était un cadre apparenté à l'UN. Au ministère des Finances, un cadre du ministère des Finances apparenté à l'UN, et on était en pleine... l'UN d'alors. Oui, et on devait aller aux élections présidentielles en 2011. Et les faits sont produits en 2010, autour de ce genre-là. Et donc, voilà, maintenant on sent qu'il y a des implications de politique. À quel niveau on a des responsabilités ou des complicités? C'est ça que le procès doit permettre de détecter. Enfin, je crois que si on reste dans le même esprit que ce qu'on est en train de constater, on verra quand même lui un espoir pour avoir une idée assez plus ou moins. On veut quand même... Vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste parce que quand je vois comment ça se déroule, oui, même lorsque on sent quand même certaines... comparativement
à ce qui s'était passé auparavant, on sent quand même que la justice a envie de progresser. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on ne parle plus, il n'y a plus de la polémique liée à l'identité du corps qui a été retrouvé. Même si l'autre a travaillé sur un corps en putréfaction en 2015, cette fois-ci, c'est sur les ossements et quand même, la conclusion est presque la même. Et on semble admettre au niveau des intervenants, des acteurs, que nous sommes dans le cadre d'un assassinat. Maintenant, il faut chercher les éléments de preuve qui impliquent les uns et les autres. Vous savez, nous sommes en matière pénale, la responsabilité elle est personnelle. Il ne suffit pas de dire oui, on m'a donné de l'argent pour tuer, pour vous dédouaner. Si c'est établi que c'est vous qui avez tué, vous êtes d'abord le coupable. En plus, après on va chercher les implications, les commanditaires, les complices, et tout ce qu'on veut. Enfin, on espère qu'à la fin du procès, tout le monde sera situé. C'est déjà heureux, Henri, qu'on rouvre ce procès-là pour fixer la famille de Pierre Hubin d'Anivor, et fixer également les Béninois, les citoyens qui veulent savoir la vérité sur cette affaire. Vous avez totalement raison, parce que cette affaire, il faut le rappeler, comme l'a dit Arémi Choumbari, ça a été une affaire qui a secoué le Bénin en son temps. Et aujourd'hui, arriver à rouvrir donc, le procès de cette affaire-là, ça va permettre d'abord, vous l'avez bien fait de le dire, la famille qui souhaite savoir la vérité sur ce qui s'est passé sur leur fils. Et également les Béninois qui, en son temps, ont été un peu choqué d'entendre qu'un compatriote, qu'un citoyen béninois, un cadre, comme il avait précisé, a été, comment dire, on l'a retrouvé comme du lait, donc j'allais dire, comme du sel dans l'eau, dans la mer. Et aujourd'hui, arriver à réouvrir donc ce procès-là, ça va permettre de situer les responsabilités. Oui, il y a eu deux faits. Le corps exhumé à Romain, pour ce que j'ai suivi donc de la défense, le corps donc en putréfaction n'a pas permis de faire des extraits. On n'a pas fait polémique autour de ça. De toute façon, l'expert a montré que oui, Dango a été assassiné. Donc il faut maintenant savoir qui est à la base de cette affaire-là. L'autre chose, c'est que ce procès va permettre, bien sûr, de savoir si c'est un fait banal, est-ce qu'il a été présenté par la loi comme les bandits et tout le reste, ou bien c'est une affaire d'État. Et là, ça va permettre, bien évidemment, de situer les responsabilités. Pour moi, je ne vois aucune orientation politique. De toute façon, le timing de la justice n'est pas le timing des politiciens, et donc vous ne voyez aucune orientation politique, mais il y a implication de politique, c'est ça? Arémi a parlé d'implication politique. Je veux plus faire donc de polémique avec Arriva sur cet aspect-là. Mais les terminologies ne sont pas les mêmes. Ce que je retiens est que la famille a envie de savoir en fait la vérité. Et l'ouverture de ce procès permettra aux membres de la famille de Danivor de savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'autre chose, le deuxième point, est-ce que les citoyens, les Béninois ont envie de savoir la vérité sur ce qui s'est passé en son temps? Oui. Et donc, si on prend ces deux objectifs précis, et donc on peut oublier les aspects politiques, parce que au fait, c'est quoi? On estime qu'on peut ramener un procès pour faire mal à un politicien, parce qu'on est à quelques mois des élections générales. Je pense non. Il y a pas matière à faire le rattachement entre les élections générales de 2026 et l'affaire Danivor. L'affaire Danivor, est-ce que c'est normal d'ouvrir le procès? Oui, c'est normal. À ce moment précis, là, c'est normal. Oui, pourquoi vous souhaitez... non, c'est vous qui avez posé la question. Non. Est-ce que c'est normal d'ouvrir le procès? J'ai dit que le timing, en février 2000... Boris Bila a été dit. J'ai dit le timing de la justice. Arémi a précisé tout à l'heure que la façon avec laquelle le procès se déroule actuellement, il y a eu de l'évolution dans l'affaire. Et donc, pour moi, il a fallu un bon temps à la justice pour réouvrir donc ce dossier-là. Et donc, le timing n'a rien à voir avec, bien sûr, la période que le Vénin. Un timing désintéressé, vraiment, Arémi Choumbari? Enfin, quand on prend les commentaires liés à l'affaire, vous avez vu...
RTB a fait tout le week-end tout un plat de déclarations et on a senti quand même une certaine orientation. Enfin, c'est possible, vous savez, le procès a été ouvert une première fois en 2015, c'est-à-dire un an avant, c'est pas même un an, quelques mois avant la présidentielle 2016. Hein? Mais on n'a pas pu progresser parce qu'il y avait la forte opposition des parents, des avocats, des parents des Daïvo qui ne voulaient pas entendre que voilà, les tests qui ont été faits étaient crédibles parce que le régime en place, il y avait des... Oui, il y a fait... Bon, aujourd'hui, est-ce que la présidentielle... Bon, enfin, dans la tête de beaucoup de gens, c'est pour nuire à Yahi. Yahi ne sera pas candidat en 2026. Mais il va porter un candidat. Oh. Vous avez parlé d'implication politique. Oui, ça dit que le procès servira un camp contre un autre? Non, vous avez, ça va être bon, c'est ça qu'on verra si le tribunal saura démêler les chevaux. Puisque en 2010, au moment où ça se passait, même le président Talon était avec Yahi. Hein? Et pourtant, et puis il y avait la grosse polémique. Hein? Tout le pays était mobilisé par rapport à ça. Il y avait des grèves partout et tout. Et pourtant, Yahi est resté avec Talon jusqu'à la présidentielle de 2011 qu'ils ont gagné ensemble. Enfin, je ne dis pas que c'est Talon qui gérait le pays, mais et il y avait beaucoup de ministres à l'époque qui sont aujourd'hui dans les camps Talon. Voilà, donc si il devait avoir des implications politiques, il faut savoir démêler où est-ce qu'il y a les complicités, les responsabilités, oui, et tout ça. C'est pour ça qu'il a dit, si c'est Yahi qui est visé, je ne vois pas en quoi. Il a déjà soutenu un candidat en 2016, hein, Lionel Zissou, alors qu'il était président de la République, et ça n'est pas passé. Je ne vois pas pourquoi maintenant, et puis c'est pas parce qu'il serait... on l'aurait mêlé à l'affaire que... mais les démocrates ont sorti un communiqué pour dénoncer... oui, il y a une exploitation tendancieuse de certaines déclarations du procès. Moi, pour le procès lui-même, je suis à l'aise. Hein? Puisqu'on a vu des gens qui sont là de façon contradictoire et qui arrivent à s'exprimer. Je crois que c'est l'essentiel dans un procès. Maintenant, les exploitations qu'on fait de certaines déclarations, hein, je vous ai dit, il y a eu des débats qui ont été menés sur des plateaux et on a l'impression que c'était orienté. Et puis, bon, par rapport à ça, pour moi, c'est pas... Dès lors qu'il y a on a parlé de la garde présidentielle, par exemple. Hein, quel est le degré de maîtrise du chef de l'État lui-même par rapport à ces éléments de la garde qui ont été cités? On a parlé d'un ancien ministre, hein, qui était à l'époque ministre dans le gouvernement et qui aurait joué un certain rôle, pas dans l'exécution, mais après pour camoufler le crime ou de tous ces gens-là. On a senti quand même qu'on a pris l'appareil d'État pour essayer je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est le tribunal qui va nous expliquer. Parce que quand on parle de ministre, quand on parle de régisseur, quand on parle quand on voit tout ce qui se passait avec les détenus dans leur lieu de détention, ça veut dire qu'en réalité, les responsables de ces lieux de détention étaient quand même, laissés faire. Hein, laissés faire, qu'il y a eu un peu de manipulation à ce niveau-là. Mais quel est le degré d'implication des uns des autres? Est-ce que quelqu'un ne s'est pas servi? Le ministre d'avant, par exemple, qui dit, quelqu'un m'a appelé pour dire que je vous appelle de la part du chef de l'État. Bon, quel est le degré de manipulation de ces gens d'aspect? C'est ça que le tribunal va essayer de démêler. Mais on voit qu'au niveau du tribunal, des gens viennent déposer de façon libre et contradictoire. Il y a de l'objectivité. C'est le plus important. Maintenant, quel est le degré de manipulation ou quel profit? Parce que si même LDA a sorti son communiqué, on sentait que c'était un peu pour venir dire qu'il y a eu un année pour rien ou de tous ces gens-là. Bon, de toutes les façons, ce n'est pas un communiqué qui va changer le cours des événements. Si le procès continue comme on le voit et qu'à la fin, jusque-là, on n'a même pas encore cité Yahi à comparaître. Hein? Mais donc, je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on l'aurait impliqué dans cette histoire que ces appels à soutenir un candidat pourraient être édulcorés. Si les partisans Yahi veulent supporter un candidat, c'est pas parce qu'on l'aurait mêlé à cette histoire de Daïvo que les consignes de vote ne vont pas prospérer si le vote est sincère. Voilà. D'accord, on attend de voir.
Nous avons encore moins de 10 minutes pour libérer ce studio à la rédaction sportive de Radio Cotonou dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il y a un match prévu pour tout à l'heure, Zimbabwe-Bénin. Voilà. Le prix du ciment, on en parle maintenant. Le prix du ciment, depuis quelques jours, a connu une augmentation dans certaines villes du Bénin. Les spéculations ont pris une nouvelle tournure avec la tonne du ciment qui est vendue à près d'une centaine de mille de nos francs. Henri Ambodé, la ministre du Commerce, a sorti un communiqué. Le communiqué n'émeut personne, pratiquement. Non, j'ai fait ce débat-là. Et j'ai dit que aucun communiqué ne peut changer ce qui se passe là. Qu'est-ce qui va changer? La descente des cadres du ministère du Commerce. Il doit y avoir des descentes inopinées. Il doit y avoir de représailles. Parce que aujourd'hui, quand la demande est là et que les gens n'arrivent pas à trouver le ciment, quand il y a des spéculations et qu'on sent seulement un communiqué, moi je dis non, le communiqué ne viendra pas régler le problème. Parce que ceux qui, c'est pas qu'ils n'ont pas pris connaissance du communiqué, du contenu du communiqué, ils ont pris connaissance du contenu du communiqué, mais ça ne leur dit rien. Et donc, s'ils continuent toujours, ils s'entêtent toujours dans cette spéculation, c'est parce que ils ont forcément des mobiles qu'il faut aller découvrir. Découvrir ces mobiles-là, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller de faire des descentes comme le fait. Moi, je salue par exemple ANM qui fait des descentes à des moments donnés pour, bien sûr, aller contrôler les balances et tout le reste, ça changer quelque chose. Mais vous ne pouvez pas faire sortir un communiqué aujourd'hui pour quelque chose qui est important pour les citoyens. Quelqu'un a envie de construire un bâtiment, c'est le ciment. Donc la première chose, la matière première. Et donc, pourquoi ne pas faire des descentes pour aller décourager les gens? On connaît, si on veut augmenter le prix de ciment, oui, unanimement que ce soit officiel, mais un individu ne peut pas se lever du jour au lendemain, s'offrir cette possibilité-là, cette facilité-là, de faire augmenter le prix du ciment, parce que peut-être il veut faire beaucoup de bénéfices. J'appelle donc à la conscience de la ministre de faire des descentes. Oui, c'est pas si ces cadres en ont fait suffisamment, mais il faut qu'on aille plus loin dans cette lutte-là pour décourager certains commerçants. Il faut qu'on aille au-delà du communiqué. Mais est-ce que les commerçants n'ont pas quelque peu raison? Quand vous prenez le produit à partir de Cotonou, vous voulez le transporter, il y a quand même, vous ne vendrez pas le produit au prix de cession à Cotonou, Arimé Choubadé. Non, ça fait partie des cahiers de charges de ceux qui ont obtenu les agréments pour exploiter, pour faire le commerce. Dès le début, vous savez à quoi vous en tenir. C'est un produit très contrôlé, produit de première nécessité, et on s'étonne de ces gens de communiquer. Si le ministre veut agir, c'est pas communiquer. Les commerçants, on les connaît. Et puis vous savez, c'est même pas. Lorsque vous descendez sur le terrain, si les gens ne veulent pas que vous constatez les faits, vous ne constaterez rien. Je pensais que le communiqué devait demander peut-être des appels à témoins. Si quelqu'un a été victime, il porte plainte et on va sur place confronter ce qui s'est passé. Aussi simple que ça. Le commerce n'est pas aussi débridé que ça qu'on le croit. Si le ministre a un communiqué, c'est parce qu'il ne veut pas agir. Il sait très bien ce qui se passe, il sait comment agir sur les commerçants. Pour moins que ça, on sait comment ça se passe. Il y a toujours des descentes, il y a toujours des agents qui sont sur le terrain pour voir les boutiques qui ont été frauduleusement ouvertes ci et là pour les avis d'imposition et tout ça. Depuis toujours, c'est une affaire des communes. Avant même le ministère du Commerce, les communes déjà ont une idée de ce qui se passe chacun sur son territoire. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Maintenant, à plus forte raison, on limite ça maintenant aux dépôts de ciment qui ne sont pas comme les bars, par exemple. On connaît les limites. Et ici, c'est dans le marché noir. Ça, c'est un autre problème. Mais normalement, si on devait sortir un communiqué, c'est qu'on est à la phase de répression et on demande aux victimes, si vous avez été victime, si vous allez dans un dépôt de ciment pour acheter du ciment, et puis on vous dit que le prix est à un tel, vous allez vous appeler tel numéro pour signaler. Je crois que quand c'est comme ça, c'est plus dissuasif. Et quand vous lisez le communiqué tel que c'est libellé, comme si on ne sait pas qui fait quoi,
soyez vigilant. Ça donne l'impression que l'autorité ne veut pas agir, c'est ça? Oui, c'est ça. Si le ministre du Commerce voulait agir, ils allaient déjà fermer des dépôts depuis. Oui, je crois qu'ils ont fermé quelques dépôts dans le Nord. Donc, mais si ça continue, c'est quoi? Si ils savent très bien qu'ils allaient déjà fermer des dépôts et que ce n'est pas le communiqué. Ils connaissent très bien, ils ont vous savez, ceux qui exploitent le ciment au Bénin ou qui ont des agréments, c'est des gens connus. Et ils ont dans leur cahier des charges de rendre disponible le produit partout sur le territoire national à un prix bien déterminé. S'ils ne voulaient pas faire, si ce n'était pas rentable, vous ne rentrez pas dedans. Vous n'avez pas rentré dans le commerce depuis des années et un jour vous levez pour dire non, moi je veux revoir les clauses du cahier des charges. Vous sortez du dispositif. Si vous ne trouvez pas votre compte, vous ne restez pas là pour imposer vos choix sur ce qui doit être fait. Donc, je crois que c'est du lacisme. Ce communiqué-là n'a pas raison d'être. Tout ce qu'on peut chercher à voir dans ce communiqué, c'est des numéros, c'est des adresses pour signaler des cas où vous allez payer du ciment et on vous dit que vous le prenez à un prix exorbitant. Et maintenant, si vous acceptez de prendre à ce prix-là, malgré les appels à la dénonciation, on sait à ce moment-là que vous avez décidé, en toute connaissance de cause, de participer à la manipulation. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, par exemple, Henri, la libéralisation du secteur pour régler une fois pour toutes ces problèmes? Oui, il y a cette question de production du ciment. J'aurais appris que la production s'est arrêtée, et donc ce qui a conduit à la spéculation. Mais on ne devait pas en arriver là. Si la demande est forte, libérez ce qui est là et ne faites pas de spéculation. Je pense que libéralisation, comment vous appelez ça? Libéralisation. Voilà, de ce secteur-là. Oui, ça peut contribuer à quelque chose, mais s'il y a des gens qui sont déjà reconnus comme tels, comme des gens qui font le commerce de ce produit-là, c'est qu'il y a cette libéralisation, mais aller de façon pratique également. Ça pourrait diminuer le prix. Comment on pourrait libéraliser le secteur de la brasserie? C'est possible, non? Ouais, bon. Arrivé n'a pas souri parce que. Non, il est en carême. Non, c'est pas ça, je vous en prie. Le secteur est libéralisé, à ce que je sache. C'est pas les privés, ce sont les privés qui exploitent les cimenteries. C'est pas l'État, c'est plus l'État, je crois. Et puis, il y a même des. Ils sont en nombre infime. Il y a même des agréments pour des gens pour importer du ciment, si c'est possible. Si vous pensez que vous pouvez en importer et être compétitif sur le marché, je crois qu'il y a des agréments pour ces gens-là. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas si en temps ces agréments étaient annulés. Sinon, il y avait des gens qui peuvent faire venir du ciment. Si tant est qu'ils sont conscients que le produit qu'ils vont amener peut leur permettre de trouver leur marge bénéficiaire. Pour la brasserie, c'est la même chose. C'est un privé qui exploite la Soubebra. Mais on a vu quelqu'un qui a voulu s'installer vers Glo là-bas. Et l'État a... On a vu ce que c'est devenu? Oui, l'État a permis à la Soubebra de détruire celui-là. On a vu même la Soubebra. Non, ce qui s'est passé, c'est pas ça. Est-ce que vous me le laissez? On a vu la Soubebra. On a presque bouffé le temps que nous a imparti. Vous avez amené la Soubebra. Allez-y. Maintenant qu'on veut aller sur le train de la Soubebra, on avait vu. C'est des manifestations internes qui ont conduit donc à... On avait vu des produits de la Soubebra imprimés dans des bouteilles de l'autre. Non, c'est des... Non, s'il vous plaît, Arimé Choubali. J'ai fait un tour là-bas. J'ai été informé de ce qu'il y a des manifestations internes au niveau donc de la structure. Les gens qui... Des travailleurs. Les gens qui prennent les commandes et ne reversent pas les ressources. Il y a eu beaucoup de problèmes. C'est ça qui a conduit à la chute. Bon, d'accord. Nous allons libérer le studio plus tôt que prévu. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle qu'à raison du match Zimbabwe-Bénin dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match qui sera tout à l'heure en direct sur Radio Cotonou. Le studio, nous le libérons maintenant à la rédaction sportive de la radio. Merci à Patrice Média, à la réalisation, Job Tikpe, à la prise de vue. Mes deux invités journalistes que j'ai reçus, Henri Yambodé et Arimé Choubali. Merci d'être passé chez nous. Je suis Brice Bilaïtchedi, j'ai conduit ces échanges sur Radio Cotonou. À lundi pour un autre rendez-vous de Actu Débat.